On était au pays d'Assimi Goïta avec nos chers invités. Essor Kwame Via Clessor, nous avons également le doyen Emmanuel Vivien Tomi, sans oublier Dominique Lacmont. On parlait des accords d'Alger. On va un peu parler de ces accords avant de parler de la visite du ministre de la Défense de Côte d'Ivoire dans ce pays. Alors, vous chutez Essor Kwame Via Clessor, on donne la parole au doyen. Je chutais que les gens laissent le populisme inutile pour faire face aux problèmes réels de la population. Les Maliens ont besoin d'être sécurisés. Il y a la population civile qui se mascarde. Il faut que le gouvernement malien transcende les intérêts politiques pour voir que mon peuple a besoin de ceci, cela. Et que les Maliens comprennent quelque chose maintenant, que actuellement, un pays ne peut pas vivre seul en autarcie. Même la Corée du Nord, la Corée du Nord consomme en majorité la nourriture et Coca-Cola des Américains. D'ailleurs, comment ils appellent ça? Ils négocient des fois les menaces avec la nourriture. Donc ça voudrait dire que d'une manière ou d'une autre, on a besoin des autres pour foncer. Et on est dans une sorte de communautarisme où les frontières, il y a des produits que tu as besoin qui se retrouvent forcément dans l'autre côté. Donc tu es obligé de faire avec les autres. Donc il faudrait qu'on laisse cet idéal panafricain, panégyrisé, où on croit qu'il y a un éveil qui se lance. Est-ce que le Mali a une fois refusé cela, collaborer avec les autres coachs? Bon, avant, on peut retrouver le doyen Emmanuel Vivien Tomi. Est-ce que ces rebelles ont encore cette force pour faire face à Bamako? Vous savez que la braise, il ne faut pas blaguer avec parce qu'il y a toujours du feu. Ensuite, quelqu'un plutôt avec l'accord que vous avez intégré carrément au corpus de l'État, qui maîtrise maintenant le fonctionnement, qui sait comment est-ce que pratiquement vous raisonnez ou bien vous évoluez. Si cette personne vous tourne le dos, c'est encore plus difficile. Vous avez vu, je donne un exemple en politique, les opposants les plus farouches sont ceux qui étaient dans le système, qui maîtrisent le système et qui sortent du système. Ceux-là, ils savent les lois, ils connaissent comment vous fonctionnez et ils peuvent vous attaquer sur ces points. Je ne veux pas donner le cas du Togo. Mais pour revenir au Mali, en réalité, un politicien togolais avait dit que les accords n'engagent que les signataires. Mais quand on parle d'un État, l'État, c'est la continuité. Ce qui veut dire que l'accord qui a été signé en 2015 avec les rebelles, les groupes Touareg et les autres groupes... Et ce n'était pas sous Assimi Goïta. Oui, donc... Peut-être qu'il se dit aussi cela, que l'accord-là ne m'engage pas. Mais justement, quand tu deviens le chef d'État, on les appelle aussi chef d'État ou président de la République, parce que tu es le chef de l'État, et donc l'État, c'est la continuité, l'administration, c'est la continuité. Donc, tu ne peux pas venir, parce que tu étais opposant, ou bien tu es militaire qui a eu l'accès au fauteuil présidentiel par coup d'État, et donc tout ce qui se faisait avant les autres, par les autres civils ou militaires, tu vas balayer ça du revers de la main. Ça ne se fait pas. C'est le premier problème. Le second problème, quand il y a un accord, il faut l'entretenir. Déjà, il y a un comité de suivi de cet accord. Ce comité que les rebelles veulent boycotter désormais, ce comité ne fonctionne plus normalement. Ça fait partie des faiblesses de cet accord. Ensuite, ces rebelles, ces chefs de guerre, voudraient bien être reçus par Assimi Goïta, qui aussi leur donne leur place parce qu'ils ont contribué un peu à avoir la paix au Mali. Mais s'ils constatent qu'on se moque d'eux ou on ne les considère pas, ils peuvent revenir à la prise des armes. Donc aujourd'hui, ce qui est très important, c'est que M. Assimi Goïta et son gouvernement fassent attention à ne pas avoir les ennemis partout. Le fait de continuer par créer ce problème, de continuer par insister sur le problème avec la Côte d'Ivoire, déjà, on n'est pas en bon terme avec la Côte d'Ivoire, on n'est pas pratiquement en bon terme avec la CEDEAO et les autres pays, les pays membres de la CEDEAO. Même le Togo qui fait la médiation, on ne respecte pas le Togo. Le Togo est le bon élève. Ils ont toujours bien parlé du Togo, Emmanuel Vivien Tomi. Quand quelqu'un fait la médiation dans une crise qui vous oppose à un autre pays, le respect voudrait quand même qu'on l'écoute un peu. Et donc,
c'est vrai, il y a eu ce signe-là qui a consisté à libérer les 3 femmes militaires sur les 49, mais on devrait marquer plus de respect envers le médiateur et montrer de bons signes. Aujourd'hui, Assimi Goïta et son gouvernement ne peuvent pas être en même temps en conflit à l'extérieur avec les autres pays, avec les instances supranationales, et être en conflit avec l'intérieur, c'est-à-dire ceux avec qui il y avait un accord, si cet accord arrivait des fois, on voit des opposants civils également qui sortent, qui dénoncent quelquefois la gouvernance. Aller en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'opposants au régime actuel qui résident en Côte d'Ivoire. Et je crois que tout ça, là, ça ne fait pas du bien au pays, parce qu'il faut qu'il y ait une sorte de solidarité, d'union, pour lutter efficacement contre les djihadistes et les terroristes qui continuent pas prendre du terrain. Aujourd'hui, le Mali, le Burkina Faso font peur. Parce que quand les gouvernants de ces pays n'arrivent pas à aller au bout des djihadistes et des terroristes, c'est que les autres pays qui sont aux alentours sont vraiment menacés. Donc, il est très important qu'on essaie de laisser le populisme, comme le disait Akleso tout à l'heure, le populisme, il faut laisser ça à part. Vous savez, quand on a fini de faire un coup d'État, on a bien fait d'annoncer des tentatives de coup d'État à plusieurs reprises. Il faut avoir l'amour des concitoyens, mais il faut travailler et sécuriser le pays, lutter contre les djihadistes et le terrorisme. Et il ne faut toujours pas perdre encore les accords de paix signés avant vous, parce que l'État, c'est une continuité. Ces accords de paix, finalement, on va voir le président Assimi Goïta qui doit réagir. Et qui va réagir? Dominique Lacmon. Oui, mais il a intérêt à réagir. Moi, je me dis, ou bien c'est vu sa façon d'arriver au pouvoir, Dieu se désolidarise de lui. Parce que comment il commence par avoir des problèmes un peu partout, comme l'a décrit les précédents. Si aujourd'hui, il décide de créer au sein du Mali, d'allumer du feu, lui-même connaîtra aussi son sort. Je ne suis pas en train d'imaginer, ou bien c'est une manière de lui faire partir également. Parce que quand vous arrivez, vous ne faites pas du bien pour votre pays, Dieu également peut aller contre vous. On ne peut pas peindre en noir tout ce qu'il a fait, Dominique. En tout cas, c'est peut-être que vous pouvez le dire, mais j'ai beaucoup dit des choses. Moi, je suis juste au milieu, quoi. Beaucoup de Maliens, Assimi Goïta est un libérateur. Est un libérateur, voilà. Il a libéré quoi au Mali? Ah bon, ça c'est aux Maliens de répondre. Libérer quoi? Les gens de Bamako, vous savez, c'est la même chose qui se passe au Burkina Faso. Moi-même, j'étais en train de m'imaginer si aujourd'hui je quitte et je vais à Bamako, je prends le pouvoir, les gens, les Bamakois ou bien je parle de choses du Burkina Faso. Les Ouagalais vont sortir. Comment vous voulez prendre le pouvoir? Ils vont sortir m'applaudir. On va avoir peur de toi. Non, quand je dis ça, parce que c'était pour ironiser un peu, mais à chaque fois que ce qui se passe, alors que Christian Kaboura a été élu, les Ouagalais sont sortis à applaudir, on l'a déposé, les gens sont sortis à applaudir. L'autre là, notre ami Damiba, on le dépose et les gens sont sortis à applaudir. C'est la même chose qui se passe au Mali. On ne peut pas dire que les gens soutiennent, les Maliens soutiennent Assimi Goïta. C'est l'instrumentalisation qui est connue de tous. Mais c'est pour dire que les rebelles ont choisi le bon moment. Ils ont trouvé que... Comme le coach l'a dit. Oui, le bon moment pour eux. Assimi Goïta actuellement, ils sont à position de faiblesse. C'est-à-dire qu'il n'a même pas la communauté internationale avec lui. Ni la Fédération internationale des droits de l'homme. Ni quand même ses frères de la CEDEAO autour de lui. Mais les djihadistes sont aussi en train de se préparer pour les attaquer. Si les rebelles aussi font sortir leurs griffes, vraiment, mais je ne sais pas la situation devient encore très compliquée pour lui. Et voilà, et c'est à lui d'attendre les résultats. Et voilà, je suis sûr qu'il est en train de réfléchir avec eux et devoir trouver une solution meilleure pour que il trouve un bon accord avec ces rebelles-là. Avec vous, on va toujours rester au Mali et parler de ses relations avec la Côte d'Ivoire. Une délégation officielle ivoirienne est arrivée le 22 décembre à Bamako pour mener les discussions sur les 46 militaires ivoiriens détenus au Mali depuis juillet. La CEDEAO, on se souvient, avait exigé leur libération avant le 1er janvier, ainsi que l'ONU lors de leur sommet à Abuja. C'était le 4 décembre dernier. Nos frères ivoiriens sont arrivés. La délégation est conduite par le ministre d'État chargé de la Défense,
Téné Birahima Ouattara. Nous allons travailler dans une bonne ambiance, a déclaré un ministre malien. Emmanuel Vivien Tomi, c'est un bon signe déjà cette déclaration. Je pense qu'au niveau de cette question des 46 militaires ivoiriens, l'État malien a commencé par jouer de la vraie diplomatie. De la vraie diplomatie, parce que vous savez que le ministre des Affaires étrangères était également... Abdoulaye Diop. Le ministre des Affaires étrangères du Togo était également Robert Doucet. Ouais. Robert Doucet était à Bamako. Robert Doucet a déjà annoncé sa satisfaction de voir une ouverture d'esprit au niveau des deux parties et surtout aussi au niveau des autorités maliennes, parce qu'on a senti quand même un changement, pour ne pas dire un virement, parce que nous sommes en politique. En réalité, le Mali n'avait pas intérêt à continuer le bras de fer avec la CEDEAO surtout, et la Côte d'Ivoire, son voisin. Parce que si vous avez des problèmes déjà au niveau interne et au niveau externe également, vous devez avoir tant de problèmes, c'est que vous risquez de conduire le pays vers les lambeaux ou le péril. Alors aujourd'hui, vivement que les résultats de ces discussions puissent sortir et que les militaires soient libérés. Dès qu'ils seront libérés, tout ce qu'il y a comme condition, parce qu'en réalité, aucune partie ne devrait poser des conditions quand il s'agit de la paix, de la stabilité, de la bonne entente et de la bonne ambiance entre les pays frères. Parce que le Mali et la Côte d'Ivoire se partagent beaucoup de choses ensemble. Nous avons les mêmes ethnies qui sont un peu partout en Afrique, hein, c'est toujours comme ça. Et donc, quand il y a un problème avec les politiciens ivoiriens, ils se réfugient en Côte d'Ivoire et vice-versa. Aujourd'hui, il faut que Assimi Goïta, qui a reçu d'ailleurs les délégations, il faut que Assimi Goïta montre un signe de sa bonne volonté. Il faudrait que ces militaires-là soient effectivement libérés. Le reste, on a vu le cafouillage qu'il y a eu au niveau des Nations Unies elles-mêmes. Les Nations Unies qui ont annoncé au début, nous ne connaissons pas ces gars. On ne peut pas accuser le Mali également. Oui, oui. Les Nations Unies ont dit, nous ne connaissons pas ces gars. Et puis après, le secrétaire général des Nations Unies dit, ce ne sont pas des mercenaires, ils étaient en mission. Alors, il y a trop de cafouillage, un problème administratif, tel papier par là, des déclarations disparates. Aujourd'hui, le plus important, c'est que en diplomatie, vous avez vu, la Côte d'Ivoire a dépêché une délégation vers le Mali. Parce que le Mali aussi doit s'expliquer, l'État malien doit s'expliquer. Pourquoi nous avons décidé finalement de les libérer? C'est parce qu'il y a eu cette démarche de bonne volonté de la part du Togo, qui est le médiateur, et de la part de la Côte d'Ivoire, avec qui nous sommes en conflit. Mais l'autre chose aussi qu'il faut signaler, c'est que la CEDEAO avait donné un ultimatum du 1er janvier, on peut se poser la question de savoir si on est capable, excusez-moi, mais pour une fois, il va critiquer sévèrement la CEDEAO. La CEDEAO est capable de donner un ultimatum à un pays comme le Mali, en guerre contre le djihadisme, mais la CEDEAO n'est pas capable de s'organiser pour mener une lutte sans merci au terrorisme. Elle a parlé également de cela lors de ce sommet. Oui, bien sûr. Il y a effectivement les ententes, la coordination, les échanges d'informations pour lutter contre le terrorisme. Mais dire à un pays comme le Mali, vous avez jusqu'au 1er janvier pour laisser ces 46 militaires, je pense que le ton est un peu dur. Il fallait encore un peu plus de diplomatie dans cette façon d'exiger effectivement la libération. Peut-être que c'est à cause de ce temps que le Mali est en train de se disputer. Pas forcément, parce que chaque pays est souverain. Aucun pays de la CEDEAO ne peut perdre sa souveraineté juste parce que on est membre de la CEDEAO. On a vu des pays se retirer momentanément de la CEDEAO parce que tout le monde a cette possibilité de s'auto-gérer. Aujourd'hui, pour la paix dans la sous-région, pour la bonne entente entre les pays, pour que nous puissions avoir une sorte d'union et de solidarité pour lutter efficacement contre le terrorisme, le Mali doit mettre de l'eau dans son vin, la Côte d'Ivoire doit revoir sa copie et surtout que les deux pays la respectent, le Togo, qui se jette à l'eau pour tout faire pour que la paix revienne, parce que quand un médiateur
vous parle, il faut l'écouter et montrer des preuves que vous avez la volonté de finir le conflit. Aïsso Kwame à Clesson, signe de cette bonne volonté, la délégation ivoirienne a eu à visiter les 46 militaires emprisonnés. La délégation a été reçue également par le président Assimi Goïta. Les officiels des deux côtés parlent véritablement d'avancée. On peut saluer cela. En réalité, oui, on doit saluer cela. Sauf que Vivien l'a évoqué, les politiciens sont des gens surprenants. Ils peuvent se lever le lendemain matin et dire autre chose aussi. Surtout qu'on est avec nos frères maliens, qui changent chaque fois de veste, vous le dites. Il faut le dire ainsi. Ouais, je pense que nous méconnaissons un peu ce qu'on appelle le droit communautaire. En réalité, actuellement, la Grande-Bretagne, pour ne pas dire l'Angleterre, et ces États qui forment le Royaume-Uni, souffrent énormément du Brexit. Ouais. Parce qu'il y a des banques qui sont par, il y a beaucoup de choses qui perdent. Et là, c'est parce que ce sont également des pays bien nantis, cela. C'est que si nous, au niveau de la CEDEAO, je pense qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas expliqué aux gens. Quand l'intérêt, quand la vie de la population est en jeu, un individu seul ne peut plus prétendre de, comment ils appellent ça, l'intégrité, la souveraineté de l'État quand la population est en jeu. Donc on n'a pas l'habitude de convoquer des référendums pour demander la vie de nos populations. C'est en cela que la souveraineté de l'État est intacte, est intouchable. Même si c'est l'individu qui se lève au nom du pays, je pense qu'il faut le voir sur le caractère de jeu. Parce que nos États, nos présidents ne demandent pas la vie de la population avant de ratifier un traité. Or, même en France... Ils sont supposés être élus par la population qui leur confère donc le pouvoir d'agir en son nom. Ils s'insuit contre eux, après aussi, c'est la même chose. Malheureusement. En France, par exemple, Emmanuel Macron ne peut pas signer un traité de l'Union européenne sans un référendum précis. S'il faut changer quelque chose dans la constitution française, il faut toujours faire, mais on ne le fait pas. Maintenant, au niveau de Mali, le Mali n'a pas autre chose à faire que de vouloir cet accord, de s'entendre maintenant avec les gens. Parce que peut-être qu'ils auraient eu écho aussi de la défaction des rebelles aussi, pour voir. Imagine que le Mali ne s'entend pas et que les rebelles prennent des armes. Qui va intervenir? Parce que les rebelles... Il y a les Russes. Non, les instructeurs russes. Les Russes sont là. C'est la CEDEAO à côté, les Russes sont là. Les Russes sont en train de former les femmes. À côté, l'Ukraine à côté d'eux, qui n'arrivent pas à venir à bout. Les mêmes Russes... Ouais, il faut faire... Moi, je dis aussi que il ne faut pas que les mines... Non, là, le président Poutine dit que c'est une guerre indirecte avec les USA. Donc, bon, ça, c'est la guerre entre les USA et puis la Russie, quoi. Après la Deuxième Guerre mondiale, c'est les Américains qui ont obligé les Ukrainiens à démanteler tout leur arsenal militaire. Ouais. Si l'Ukraine avait gardé tout, ça ne devait pas être... L'Ukraine avait au moins le tiers de l'armement de la Russie quand la guerre froide est partie. Mais c'est la pression américaine qui a fait ça. C'est pour dire que ce qui se passe actuellement, la CEDEAO était même incapable de venir au secours du Mali quand il n'y avait pas cet accord. Donc, moi, je pense qu'il faudrait que les politiciens pense au peuple. C'est qu'on doit laisser les intérêts politiciens et aller dans la droite ligne de sauvegarder la population. Là, actuellement, moi, là où je félicite cette démarche, c'est que le ministre envoyé était le petit frère de Ouattara. Ouais, c'est lui le ministre de la Défense, ministre d'État. Assimi Goïta n'utilise pas son problème avec Ouattara pour dire qu'il ne va pas recevoir... Non, ce n'est pas Ouattara. Non, Alassane Ouattara. Arrêtez. C'est son petit frère. Oui, ça, lui, il est là en tant que ministre de la Défense. Vous voyez, c'est... Il est là en tant qu'émissaire. Oui, en tant qu'émissaire. Dans la diplomatie, on sait avant de faire ça. Le mari aurait refusé cela, on va dire que Assimi Goïta, parce que donc, le frère de Ouattara est dans la délégation. On sait avant de faire ça. Le chef de on sait avant de faire pour voir est-ce qu'il va refuser de discuter avec un interlocuteur direct de Ouattara ou pas. Bon, il est le ministre d'État, le ministre de la Défense aussi. Vous comprenez. Il y a l'intermédiaire qui est le ministre togolais. Togo. Assimi Goïta savait très bien que Ouattara est le président de la Côte d'Ivoire avant de garder dents contre lui. Donc c'est pour dire que moi je salue cette première approche de vers la paix, Assimi Goïta vers la paix, où il a fait table rase, il faut le dire ici, pour recevoir cette délégation, et aussi que
ils comprennent déjà que la diplomatie, ce n'est pas forcément l'apanage des militaires, que c'est les politiciens aguerris qui le font. Or, nous savons très bien que Assimi Goïta n'est pas politicien. La politique aussi, c'est une école qu'il faut aller. Donc, ils commencent pas à comprendre le fait des choses. Et dans du il est entouré quand même des stratèges. Les militaires... Abdoulaye Diop, par exemple. En politique, voilà comment il faut agir. Les militaires, très souvent... ils écoutent à 1% ce que ceux qui entourent le disent, parce que c'est ce que le dictateur dit. Chaque dictateur écoute peu ou ce que... Mais tous les militaires ne sont pas dictateurs. Non, je n'ai pas dit. J'ai dit que les militaires qui font coup d'État sont les dictateurs. Donc ici, c'est maintenant Assimi Goïta est en train de faire de la politique pour voir que on a besoin de la stabilité. On a besoin. Ils ont quelque temps la Russie jusqu'à présent n'a pas envoyé gratuitement le pétrole pour que le pétrole se vende 400 au Mali. Ça veut dire que ce sont des gens qui vous font miroiter une paix ou une sécurité semblable, mais ils ne sont pas infectés sur le terrain. Ils veulent vendre leur arsenal militaire. C'est normal. Mais en réalité, la Russie s'en fiche pas mal de la sécurité au Mali. Il veut seulement vendre des armes au Mali. Donc on le comprend maintenant. Alors oui, Dominique, cette question parmi les deux délégations, ou bien parmi plutôt les deux côtés, si on peut le dire ainsi, côté malien et côté ivoirien, il y a le ministre des Affaires étrangères du Togo, le Togo, qui joue un grand rôle dans cette médiation. Emmanuel Vivien Tomi l'avait souligné tout à l'heure. Oui, effectivement, c'est ce que je continue pas dire sur le pouvoir de Assimi Goïta, et le frère l'a dit ici. Ils ont manqué quand même du respect à notre pays, surtout que le moment idéal où notre président s'est investi véritablement dans cette médiation pour pouvoir libérer. Jusqu'à aller même à Bamako. On avait vu également le président Ouattara qui s'était retourné vers l'ONU et son secrétaire général Antonio Guterres, alors que le président togolais menait la médiation. Ça m'a un peu vexé parce que c'est ce militaire... Non, c'était une sorte de pression de la part du pouvoir ivoirien. Ce militaire... Parce que Ouattara avait menacé même. C'était une sorte de pression, mais la Côte d'Ivoire avait quand même l'assurance que le Togo pouvait régler la crise, mais il fallait mettre la pression sur les instances. Donc vous pensez qu'on n'avait pas mis le Togo à côté dans cela? Non, jamais. Puisque les menaces même font partie des négociations. Les gens mettent la barre un peu plus haute pour qu'après on puisse négocier. La Côte d'Ivoire a même annoncé s'apprêter pour attaquer au cas où on ne libérait pas les militaires. Oui, mais maintenant, c'est pour dire qu'ils ont quand même un temps embêté quand même notre pays pour ne pas avoir accepté rapidement dénouer cette crise qui existe entre les deux pays. En retour, ils doivent avoir aussi des choses. C'est ce qu'ils demandent. Oui, quel retour. Aujourd'hui, ils posent des conditions. Ils ont intérêt parce que, vu la situation actuelle, c'est le Mali qui est en position de faiblesse. Ce n'est plus la Côte d'Ivoire. Ils ont intérêt à libérer ces 46 militaires. Et bon, comme l'a dit notre ministre, est toujours dans ce rôle d'apaisement au niveau d'apaisement que le Togo cherche au niveau de la CEDEAO, de continuer pas à jouer cette médiation, mais le Mali sait qu'il y a un ultimatum qui est donné au 1er janvier, c'est dans une semaine. Moi, je suis en train de voir, est-ce qu'ils ne sont pas en train de jouer un jeu pour pouvoir arriver à la date d'échéance de la CEDEAO sans avoir libéré les militaires de la Côte d'Ivoire. Ça peut être le contraire. C'est difficile. C'est plutôt le contraire. C'est-à-dire libérer avant le 1er janvier, comme ça dire que voilà. Que c'est suite au déplacement du Togo, de la Côte d'Ivoire, que le terrain d'attaque a été trouvé. Il y a ça aussi. Ils peuvent vous libérer avant. Mais ils peuvent aussi les garder en disant qu'il y a déjà une discussion. On s'est rencontrés, on s'est entendu, comme ça c'est dit dans les discours du ministre des Affaires du Mali qui dit non. Des Affaires étrangères. Et que non, on s'est entendu, les choses évoluent entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Mais nous, on attend de voir les choses concrètes. Il faut que les militaires soient libérés avant le 1er janvier 2023, comme l'a mentionné 2023. 1er janvier 2023, bien sûr. Donc c'est justement ça. Et
concernant notre pays même, moi, je n'ai pas vraiment apprécié le comportement du militaire Goïta, parce que quand un chef d'État... Ça fait partie du jeu des négociations. Non, en plus, c'est eux même qui ont interpellé le Togo sur le dossier. Un chef d'État comme président qui s'est déplacé, aller voir un putschiste, il te donne des conseils. Aujourd'hui, tu es là à la traîne. C'est vraiment de la merde. C'est pour dire que si le ministre dossier est encore là-bas aujourd'hui, c'est vraiment ils sont en train de le faire. Saluer le sang-froid du président Faure qui veut vraiment faire de la paix au niveau de la CEDEAO. Sinon, le Mali serait déjà mis hors d'état, parce que sincèrement, ça n'a pas été une bonne manière d'afficher vis-à-vis du Togo. Juste ajouter que dans la médiation, le Togo a le soutien de la CEDEAO, de l'Union africaine et puis des Nations Unies. Donc c'est pour ça que, entre-temps, le président ivoirien avait menacé, mais tout cela c'était pour mettre un peu de pression. Aujourd'hui, le Mali sait très bien qu'il a intérêt à aller vers l'apaisement en libérant ces 46 militaires qui restent. Et la Côte d'Ivoire aussi doit mettre nécessairement de l'eau dans son vin. Mais comme on le dit, quand deux personnes s'affrontent, il faut une troisième voix pour dire, mais écoutez, entendez-vous, serrez-vous la main, moi je serai au milieu. Et donc le Togo a su bien jouer son rôle. La preuve en est la libération des femmes militaires. Et ces femmes étaient passées chez nous ici à Lomé avant d'aller en Côte d'Ivoire. Moi, je suis persuadé que dans les jours à venir, le Mali va libérer les 46 militaires. Qu'est-ce qui sera écrit dans l'accord qui ne sera pas visible? Ça, on ne peut pas en parler puisqu'on n'en saura jamais quoi que ce soit. Mais il y a quand même l'accord de principe qui est l'accord qui sera rendu public, qu'on pourra voir, qui va consacrer la libération de ces 46 militaires d'abord. Mais aussi, il faut rappeler que cet incident va créer une sorte de jurisprudence. Parce que dans le futur, beaucoup de pays feront attention au déploiement de leurs soldats. Et les conditions administratives seront vraiment rigoureuses et bien vues. Parce qu'aujourd'hui, le Mali continue par clamer que ce sont des mercenaires. La Côte d'Ivoire dit aussi des militaires ont été même coués et donc doivent être jugés même avant d'être libérés. Et la Côte d'Ivoire dit c'est pas vrai, nous les avons envoyés en mission. Les Nations Unies ont cafouillé avec deux versions. Non, ce sont des mercenaires. Après, non, ce ne sont pas des mercenaires. Et je pense que tout cela doit corriger le fonctionnement des Nations Unies, surtout des missions. Et surtout, que les pays n'aient plus besoin de missions, justement. Alors, quand les pays seront en paix, ils n'auront plus besoin d'envoyer une mission de paix. Allez, on va finir comme ça avec la page du Mali. On marque une pause pour le journal. On vous retrouve pour la suite. La suite, on va parler de la Côte d'Ivoire et du Togo.